Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, présidente du groupe Renew Europe, c'est-à-dire Renew au Parlement européen pour être très clair, et vous êtes secrétaire générale déléguée de Renaissance. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Valérie, bonjour. Bonjour. On va parler de ce qui se passe en France, mais d'abord l'actualité, elle est européenne. Et hier, c'est finalement le candidat pro-européen qui a donc remporté la présidentielle en Roumanie face à l'extrême droite. Est-ce que vous êtes soulagé ? C'est une bonne nouvelle pour la Roumanie et pour l'Europe, très clairement. Nico Jourdan était l'incarnation d'une Roumanie pro-européenne et de la lutte contre la corruption. On a vu à quel point ces élections ont marqué les esprits avec la montée de l'extrême droite. Et pour moi, il y avait deux enjeux. Le premier, confirmer l'ancrage de la Roumanie dans le projet pro-européen et puis lutter contre les ingérences. Parce qu'on a vu dès le premier tour de ces élections, qui a été annulé par ailleurs, les ingérences étrangères, les ingérences russes, via la plateforme TikTok. Ça dit aussi la fragilité de nos démocraties et l'enjeu de lutter contre les ingérences étrangères. Stéphane. Il y avait d'autres élections en Europe ce dimanche. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Pologne ont été plus serrés. En fait, l'extrême droite a les clés du deuxième tour en Pologne. Alors, le Premier ministre Donald Tusk, qui a repris le pouvoir en 2023, qui a gagné les élections en 2023, a eu un engagement très clair qui a été de ramener la Pologne dans le jeu européen. Et depuis 2023, il n'a eu de cesse de renforcer les liens en Europe, et notamment avec la France. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, quelques jours même, il y a un traité bilatéral qui a été signé entre la France et la Pologne à Nancy. Et effectivement, ces élections, elles sont importantes parce que demain, si un candidat démocrate, pro-européen est élu à la présidentielle polonaise, eh bien, ça confortera l'engagement pro-européen du pays, qui est important, peut-être qu'on y reviendra, notamment sur la question de la défense européenne. À défaut, si c'est un candidat eurosceptique, conservateur, ultra-conservateur, on a vu ce qu'a donné le parti PiS au pouvoir pendant 8 ans. C'est un repli nationaliste, identitaire, c'est l'état de droit qui a été méthodiquement sapé. Et donc, il y a un risque à la fois pour la démocratie et pour le projet européen. Qui n'a pas empêché l'extrême droite de monter, notamment chez les jeunes en Pologne. Oui, il y a cette réalité-là. Et donc, tout l'enjeu pour les démocrates, les pro-européens, c'est de rappeler quelle a été la réalité de l'exercice du pouvoir du PiS et puis l'enjeu démocratique plus large de l'engagement et du soutien en Europe. La Pologne, c'est un pays important, notamment sur les enjeux de défense. La Pologne a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Donald Tusk, sous son initiative, est en train de faire de la Pologne la plus grande armée d'Europe parce que eux vivent la menace russe au quotidien. Et moi, je voudrais vraiment saluer l'engagement européen du président, du Premier ministre Tusk. Mais ça veut dire qu'il y a un risque, si l'extrême droite l'emporte, il y a un risque de conséquences sur la guerre en Ukraine pour vous ? Il y a un risque de blocage. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la SIEM, l'Assemblée polonaise, aujourd'hui est majoritairement en soutien au Premier ministre Donald Tusk. Et en fait, elle vote des textes de loi, sauf que le président, il a un pouvoir de veto. Et même, on le voit aujourd'hui, il y a certains textes qui sont votés par les parlementaires, mais qui ne mettent pas en application. Donc, il y a un risque de blocage politique. Après, sur l'engagement européen et le leadership du Premier ministre au Conseil, quand les leaders européens se réunissent, c'est bien Donald Tusk qui vient au Conseil et qui continuera de discuter tous les jours avec Emmanuel Macron. Il y a un risque majeur, c'est évident. Moi, je voudrais quand même insister sur la nouvelle configuration politique et l'alignement stratégique entre Paris, Berlin, Varsovie et même Londres aujourd'hui, qui est absolument clé dans la manière dont on fait pression sur la Russie, dans la manière dont on fait pression sur Donald Trump pour qu'il revienne dans le jeu occidental sur le soutien à l'Ukraine. Et vraiment, l'engagement d'Emmanuel Macron autour de l'autonomie stratégique, qui est connu et crédible sur ces questions-là, en particulier depuis 2017. L'arrivée au pouvoir du chancelier Merz, qui dit qu'il faut être indépendant vis-à-vis des États-Unis et il faut accélérer sur les dépenses militaires. Et puis Donald Tusk, qui lui aussi est engagé dans un processus très pro-européen et qui veut avancer sur l'Europe de la défense, eh bien c'est avec cet alignement stratégique qu'on va pouvoir être plus fort dans la lutte. Ce qu'on appelle le triangle de Weimar qui reprend des couleurs. Il ne faudrait pas qu'effectivement les élections polonaises changent la donne. Je parlais d'élections au pluriel. Il y avait aussi les législatives au Portugal ce dimanche. La droite est arrivée très largement en tête avec un tiers des suffrages. Et vous avez le parti d'extrême droite Chega qui fait jeu égal quasiment ex aequo à la deuxième place avec le Parti socialiste.
Est-ce que, en fait, le recul des sociodémocrates se confirme partout en Europe? D'élection en élection, on voit la droite et l'extrême droite progresser partout de manière assez spectaculaire. On voit une dynamique pour l'extrême droite partout en Europe. Mais elle ne mollit pas cette dynamique, elle ne fléchit pas. Elle est extrêmement préoccupante parce que ces extrêmes droites, ce sont des extrêmes droites nationalistes. Et moi, je leur demande comment ils veulent travailler ensemble dans l'intérêt des peuples européens. En fait, ça n'existe pas des nationalistes qui arrivent à travailler ensemble, sauf là, dans ce cas-là, pour détruire le projet européen. On a un enjeu majeur devant nous et c'est ce qu'il faut qu'on continue d'expliquer à nos compatriotes. Si on veut véritablement être dans le jeu mondial sur la compétitivité et ne pas être mis sur le bord du chemin sur les questions d'intelligence artificielle, de quantique par exemple, si on veut être fort dans la mondialisation et dissuader la menace russe, par exemple, si on veut avoir du leadership d'un point de vue diplomatique, il faut qu'on travaille à 27 en européen. C'est la force de notre marché, 450 millions de consommateurs, et c'est la force de notre modèle démocratique. Et ces extrêmes droites, qui sont des alliés de certains idéologues, notamment en Amérique, autour de Donald Trump, ces extrêmes droites, elles viennent saper notre modèle démocratique. Et demain, avec eux au pouvoir, avec elles au pouvoir, c'est le règne de l'arbitraire. Regardez ce qui se passe en Hongrie avec le Premier ministre Viktor Orban. Là-bas, corruption généralisée, la presse n'est plus indépendante, les oppositions n'ont quasiment plus le droit de parole sur le temps de campagne électorale, et ce sont des familles homoparentales, les homosexuels aussi qui sont pourchassés. Donc il faut qu'on dise à nos compatriotes, ne soyez pas dupes derrière les discours simplistes sur des sujets qui sont majeurs, notamment les questions migratoires, les questions de sécurité. À la fin des fins, c'est notre modèle démocratique qui est attaqué. On va parler de l'échange prévu aujourd'hui entre Poutine et Trump. Oui, les deux chefs d'État doivent se parler de l'Ukraine au téléphone ce lundi, mais il y a aussi un conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne qui se tiendra demain, mardi, en vidéo. Est-ce que la paix a encore une chance en Ukraine? Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à une diplomatie qui parle, mais qui n'arrive à rien? On est encore loin de la paix, malheureusement, en Ukraine. Et on va voir ce que va donner le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui. Moi, je suis assez sceptique, mais on a tous cette conscience-là depuis un moment. Quid de Donald Trump demain, mais assez sceptique sur la volonté, ou lucide sur l'absence de volonté de Vladimir Poutine d'arriver à la paix. Aujourd'hui, on le sait tous, il y a un seul responsable politique dans cette situation qui recherche véritablement la paix. Sincèrement, c'est Volodymyr Zelensky qui veut une paix juste et durable. Et aujourd'hui, on voit bien que Vladimir Poutine... Alors, il y a d'abord eu le renversement d'alliance des États-Unis avec Donald Trump qui a clairement repris les éléments de langage du Kremlin. Et puis, on a vu que Donald Trump a été agacé, pour ne pas dire davantage. Il n'arrête pas de changer de pied. Exactement. Donc, je pense que les Européens ont quand même bien joué, parce que là où Donald Trump et Vladimir Poutine voulaient mettre les Européens de côté, faire un deal sur le dos des Ukrainiens et sans les Européens, et notamment avec l'initiative d'Emmanuel Macron et cette coalition des volontaires, ont réussi à se remettre dans le jeu et à être clés dans ces négociations. Parce qu'à la fin des fins, et j'espère qu'on arrivera à un accord de cessez-le-feu, il faudra offrir des garanties de sécurité, tant à l'Ukraine que pour l'Europe. Et Donald Trump a lui-même dit que ce sont les Européens qui devront assurer les garanties de sécurité. Donc, quand bien même aujourd'hui il y a des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine, j'espère que Donald Trump prendra véritablement conscience que son ami Vladimir Poutine n'est pas fiable, parce que Trump, à la fin, il veut la paix, il veut pouvoir faire du business aussi en Ukraine. Et donc, son intérêt, c'est d'arriver à une paix qui soit juste et durable. J'espère qu'il aura cette prise de conscience. Et en tout cas, pour les Européens, il faut saisir chacun des moments, chacun des momentum pour utiliser aussi Donald Trump pour faire pression. Mardi dernier, Emmanuel Macron, il a dit que si Vladimir Poutine ne prenait pas en compte le cessez-le-feu, n'adoptait pas le cessez-le-feu, eh bien, il y aurait des nouvelles sanctions de la part de l'Union européenne. Quand entreront en vigueur ces sanctions et ça sera quoi, ces sanctions? Alors, elles sont en train d'être travaillées. Le président de la République a aussi dit qu'elles seront appliquées en lien avec les États-Unis. Donc, il y a d'abord la discussion à 27 entre nous, et puis la discussion en parallèle avec les États-Unis. Ça peut être des sanctions financières supplémentaires, ça a été évoqué, notamment des sanctions bancaires, et puis on a des leviers. Côté européen, on a déjà annoncé un embargo complet sur les hydrocarbures russes. La Commission européenne a aussi annoncé, pour faire pression davantage encore, l'utilisation des intérêts des avoirs russes gelés pour soutenir l'industrie militaire ukrainienne. Donc on a différents leviers. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à saisir ces avoirs russes? Chez vous, Gabriel Attal est pour, Emmanuel Macron est contre? Au Parlement européen, on est pour
aussi, depuis très très tôt d'ailleurs. Moi, je comprends les inquiétudes juridiques de certains États, pas seulement la France. Nous, on a réfléchi au Parlement européen sur une ligne de crête juridique et politique pour pouvoir utiliser le capital de ces avoirs russes, c'est 250 milliards d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Et l'idée, c'est d'utiliser ce capital en garantie de prêt qu'on verserait à l'Ukraine. Ça a permis de générer déjà 50 milliards de prêts à l'Ukraine cette année. Exactement, donc c'est beaucoup d'argent effectivement, mais on a un levier supplémentaire. Avoirs, en fait, exactement, ouais. Donc on a un levier. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à la saisie des avoirs? Je vous donne la position du Parlement européen qui est d'utiliser le capital des avoirs, c'est 250 milliards d'euros. Mais je prends en compte la question juridique qui se pose pour être bien dans le respect du droit international. Et donc la proposition qu'on fait côté Parlement européen, c'est d'utiliser ce capital pour en faire des garanties d'un prêt qu'on verserait à l'Ukraine. Et si demain, puisque la Russie, agresseur, devra verser des dommages et intérêts à l'Ukraine, si la Russie refuse, eh bien l'Ukraine pourra conserver le montant de ces... Parce qu'à un moment, vous allez arriver au bout des sanctions possibles, non ? Oui, mais on a encore quelques leviers et il faut qu'on puisse les utiliser à plein. Et la clé, c'est effectivement les sanctions qu'on décide à l'échelle européenne, mais le plus elles sont concertées, coordonnées avec les États-Unis, le mieux ce sera. Il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, l'impact des sanctions qu'on a prises depuis 2022. Au niveau européen, on est au 17e train de sanctions, c'est à peu près 400 milliards d'euros de sanctions qui ont été prises. Et donc, ça fait mal à l'économie russe. Ça ne permet pas, à ce stade, évidemment, d'arrêter la guerre, malheureusement. Mais quand même, ça porte atteinte au modèle économique russe. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance d'intégrer les Britanniques aux discussions sur l'Europe, enfin sur l'Ukraine et l'Europe d'une manière générale. Il se trouve que Keir Starmer, aujourd'hui, accueille des dirigeants des institutions européennes à Londres, Ursula von der Leyen et des représentants de la Commission européenne, pour discuter d'un resserrement des relations entre Grande-Bretagne et Union européenne. Est-ce que c'est un premier pas vers une réintégration des Britanniques à l'Union européenne, ou est-ce que c'est envisageable après le Brexit ? Alors, le Royaume-Uni, c'est l'Europe. C'est une autre Europe, ce n'est plus l'Union européenne. Aujourd'hui, moi, je voudrais saluer ce Ils ont très envie d'y revenir, en fait. Alors, d'y revenir, je ne sais pas, même si on serait évidemment ouvert à toute discussion. Mais en tout cas, d'un rapprochement... La diplomatie française n'a pas du tout envie... Enfin, un discours assez dur sur la question, en fait. Alors, il y a deux choses. Ils sont partis. Il y a deux choses. D'abord, ce rapprochement souhaité par Keir Starmer dans sa campagne, d'ailleurs, l'été dernier, dans sa campagne, il a annoncé qu'il souhaitait... une réinitialisation des relations avec l'Union européenne. Compte tenu du contexte international, évidemment, c'est extrêmement important, notamment sur les enjeux de défense, de pouvoir avoir des liens resserrés avec le Royaume-Uni sur les enjeux de défense, sur les enjeux démocratiques. Et donc ce sommet, il est important symboliquement parce que c'est le premier depuis le Brexit. Et ce sera l'occasion d'évoquer les enjeux de défense, les enjeux de contrôle aux frontières, les enjeux pêche, qui sont des sujets qui ont généré et qui continuent de générer quelques tensions, il faut le dire. Notamment avec la France. Donc il y a le symbole et puis il y a les avancées qu'on pourra avoir sur ces sujets-là. Mais véritablement, je parlais tout à l'heure de l'alignement stratégique Paris, Berlin, Varsovie et Londres est clé dans le soutien à l'Ukraine et dans les pressions qu'on pourra exercer sur la Russie. L'armée israélienne a annoncé hier de vastes opérations terrestres dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Paris demande la reprise immédiate et massive de l'aide humanitaire. Est-ce qu'on peut peser ? Est-ce que Paris peut peser ? Est-ce que l'Union européenne peut encore peser ? Alors, on voit un changement de ton, je crois, dans la diplomatie française et européenne vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, par la voix de Jean-Noël Barrot, qui a notamment demandé à ce qu'on regarde dans quelle mesure on peut réviser l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël sur la base de son article 2. Donc, c'est un article 2 qui s'appuie sur le respect des droits humains. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais également. Donc, il faut qu'on puisse faire pression sur Benyamin Netanyahou pour que le droit international humanitaire soit respecté à Gaza. Évidemment, les attaques du 7 octobre sont ignobles, odieuses. Et le Hamas doit être combattu, c'est une organisation terroriste. Mais le droit international humanitaire doit être respecté. La situation humanitaire est catastrophique. Catastrophique. Aujourd'hui en Palestine. Et il faut faire pression maximale. Netanyahou ne respecte plus le droit international. Il faut faire pression maximale sur Benyamin Netanyahou pour que l'aide humanitaire arrive, soit acheminée. Et moi, ce que je note aussi, c'est que tous les Israéliens ne sont pas en soutien de la politique de Benyamin Netanyahou
en Palestine, de la même manière que les Palestiniens, on l'a vu, se mobilisent contre le Hamas aujourd'hui en Palestine. Donc il faut faire pression sur Benjamin Netanyahou et continuer d'avancer sur cette solution à 2 États, telle que proposée par Emmanuel Macron. Stéphane, on va parler de Choose France. Oui, dans un tout autre registre, vous avez le sommet de Choose France à Versailles aujourd'hui, où 53 annonces sont prévues pour un montant inédit de 37,3 milliards d'investissements cumulés, 20 milliards de nouveaux investissements annoncés et 17 milliards qui avaient été annoncés au moment du sommet de l'IA à Paris. Et comment expliquez-vous que la France continue à attirer autant d'investisseurs étrangers? Est-ce que ce que fait Donald Trump au niveau mondial a eu un effet positif, paradoxalement, sur l'attractivité de la France? D'abord, c'est le fruit de la politique mise en place par Emmanuel Macron depuis 2017. Vous savez, ce sommet, il existe depuis 2018. Et depuis 2018, c'est 175 projets pour plus de 47 milliards d'euros qui auront été annoncés dans le cadre de ce sommet Choose France. Donc, c'est la politique d'attractivité mise en place par Emmanuel Macron qui porte ses fruits. Et moi, je voudrais aussi souligner le fait que ça concerne des tas de secteurs, intelligence artificielle, cinéma, décarbonation notamment. Et la plupart de ces projets viennent s'installer, s'implanter dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc pour le développement du territoire, de nos territoires, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a la situation économique mondiale qui est extrêmement difficile. Et je crois aussi que les investisseurs, ils viennent chercher en France et en Europe de la stabilité. Nos règles, elles sont connues. Ils savent qu'on va engager un travail de simplification à l'échelle européenne et qu'on va mettre de l'argent sur la table pour soutenir notre compétitivité. Et donc ce que fait Donald Trump aujourd'hui sur la guerre sur les tarifs douaniers, etc., fait que la France devient un pôle de stabilité? Ça renforce je le dis, il y avait déjà cette politique d'attractivité qui avait été mise en place. Elle est antérieure, oui. Elle aurait pu marquer un coup d'arrêt, en fait. C'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas, effectivement. Et je le redis, on est en France et en Europe un partenaire fiable où les investissements peuvent être effectués de manière fiable, dans le respect du droit. Et avec des capitaux qui vont arriver parce qu'on a un grand projet pour soutenir la compétitivité à l'échelle européenne. Et dans le même temps, il y a des plans sociaux, notamment à ArcelorMittal. Hier, Marion Maréchal, elle a pointé un peu le double jeu des macronistes. Elle dit d'un côté, ils défendent l'acier, ils disent qu'ils défendent Arcelor. Et de l'autre côté, elle dit, mais au Parlement européen, par exemple, ils n'ont pas voté. Elle vous a cité mon amendement pour assouplir l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Est-ce qu'il y a un double jeu, comme elle le dit? Alors, le commissaire français, Stéphane Séjourné, a annoncé un grand plan pour soutenir le secteur de l'acier en Europe. Ce plan, il a été conçu avec les acteurs du secteur. Il a été salué par les acteurs du secteur pour engager la décarbonation, pour engager la simplification, avec aussi, pas uniquement pour le secteur de l'acier, mais de manière générale, 100 milliards d'euros à la clé pour la décarbonation. Donc les outils, ils sont là pour permettre à ArcelorMittal de continuer à décarboner et à investir, avec aussi des mesures de sauvegarde pour éviter que nos secteurs européens ne soient asphyxiés par l'acier qui serait importé. Donc ça, c'est les mesures qu'on met en place de manière très concrète à l'échelle européenne pour soutenir la décarbonation et pour protéger nos industries. Ensuite, il y a une question qui est différente, c'est la question des véhicules, la fin de la vente des véhicules thermiques neufs d'ici à 2035. On aura une évaluation par la Commission européenne qui aura lieu, qui sera présentée à la fin de l'année. Moi, je me base sur les faits. Aujourd'hui, cette loi, elle est mise en œuvre. Au moment où on l'a votée, les constructeurs nous ont dit on sera prêts. Moi, je suis prête à travailler sur des ajustements si c'est nécessaire, mais je me baserai sur les chiffres. On a déjà fait un geste en direction des constructeurs. Donc plus tard, vous pourriez voter cet amendement de Marion Maréchal, par contre. La question ne se pose pas. Moi, je travaille dans le cadre d'une coalition pro-européenne, centriste au Parlement européen. Je négocie tous les jours avec mes homologues, présidents de groupe de la droite européenne, des socialistes européens et des Verts européens. Et en lien direct avec Ursula von der Leyen, avec laquelle j'ai déjà eu des échanges sur ces sujets-là, sur ce sujet-là qui est important. On y va étape par étape. Il y a eu la question des amendes sur les constructeurs, et on a voté il y a 2 semaines maintenant, lors de la dernière plénière à Strasbourg, sans être trop technique, mais en tout cas un assouplissement, notamment pour les constructeurs européens. Donc on est pragmatique, on est à l'écoute, et il faut véritablement soutenir nos filières avec de la simplification et avec des investissements massifs, privés et publics pour soutenir nos industries. On termine avec la politique française, et c'est donc une très lâche victoire de Bruno Retailleau. Hier, 74% des votes des adhérents des LR. Est-ce que ce retour en force des LR, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Renaissance ?
Je ne sais pas si on peut parler de retour en force il y a eu LR. 120 000 adhérents, c'est le premier du coup. Ils redeviennent le premier parti de France. 80% de participation à leur primaire, c'est pas mal en fait. Très bien si les LR reconstituent leur socle de militants. Aujourd'hui, mais ça fait un candidat de plus pour Gabriel Attal ou contre Gabriel Attal en 2027. Écoutez, je ne sais pas ce que décidera de faire Bruno Retailleau. Moi, ce que je souhaite pour le centre et pour le pays, c'est qu'on ait un candidat unique du bloc centriste et central. Ce sera la clé de notre... Bruno Retailleau. Vous pourriez soutenir Bruno Retailleau? Je parle du bloc centriste. Donc c'est pas les LR pour vous? À ce stade, non. Pourquoi on devrait décider? Évidemment, il faudra aller chercher des alliances. Mais moi, Hervé Morin, qui soutient David Lisnard, qui dans Dimanche Ouest France hier, appelait à la tenue d'une grande primaire ouverte entre la droite et le centre, qui irait de renaissance aux Républicains, en disant que s'il n'y a pas de candidature unique au centre, le risque, c'est qu'il y ait un deuxième tour entre le LFI et le RN en 2027. On verra comment les dynamiques s'instaureront. Moi, je raisonne d'abord à la base du centre et aux fondamentaux qui sont les nôtres, avec En Marche, le président de la République, et Renaissance, qui est le dépassement. Et le dépassement, il doit s'inscrire tant sur notre droite modérée que sur notre gauche modérée. Je ne veux fermer la porte à aucune option. Il y a des sociodémocrates en France qui, d'ailleurs, je trouve, se cherchent encore. Mais on a encore des choses à faire. Vous n'allez pas devoir choisir entre la droite et la gauche, parce que Bruno Retailleau, il n'y aura pas de candidature commune si vous vous tournez trop vers la gauche. Et en même temps, est-ce que vous pouvez vous permettre d'aller à la présidentielle sans avoir les LR, alors que vous êtes dans le même gouvernement? Là encore, pour moi, l'enjeu, c'est que dans le bloc centriste, central, on est d'abord un candidat unique. Ensuite, on fera nos choix. Entre Renaissance, Modem et Horizon. Effectivement, le bloc centriste, c'est le socle de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle. Donc sans les Républicains. Exactement. Mais ensuite, on fera. Et Horizon, lui, il se tourne vers Bruno Retailleau. Oui, Édouard Philippe, depuis le début, il dit qu'il est un homme de droite et qu'il veut rassembler la droite et le centre. Moi, je vous dis que je pense que dans l'intérêt du pays, et d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours au Parlement européen, dans l'intérêt du pays, des citoyens français, il faut qu'on puisse avoir un socle large avec les centristes, le centre-gauche et le centre-droit. Et cette capacité d'action des responsables politiques à parler ensemble, à négocier ensemble. On n'est pas encore, à la fois la présidentielle de 2027, c'est demain et c'est encore loin. On verra quelles seront les dynamiques. Mais pour moi, les fondamentaux, c'est l'unité de la famille centriste et c'est cette idée du dépassement qu'on doit continuer à faire vivre. Alors si le dépassement ne va pas jusqu'aux Républicains et si de facto on peut considérer que Bruno Retailleau, après sa victoire d'hier, est le candidat naturel des Républicains pour 2027, donc en concurrence avec le candidat ou la candidate du bloc centriste, est-ce que Bruno Retailleau peut rester au gouvernement? C'est son propre choix. Il a fait le choix de rester au gouvernement. Moi, j'y vois pas d'incompatibilité. Je vous dis qu'il paraît qu'il y a des députés macronistes qui demandent une OQTG, une obligation pour Bruno Retailleau de quitter le gouvernement. Est-ce que vous approuvez? Moi, je vous dis que je suis très attachée à la question du dépassement qui doit s'inscrire à la fois sur notre gauche et sur notre droite dès lors qu'on est dans le camp des modérés. Ensuite, Bruno Retailleau, aujourd'hui, il est membre du gouvernement. Il a, contrairement à ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, il a accepté l'idée du dépassement. Il est membre d'un gouvernement du dépassement qui compte des figures de la gauche modérée, des figures centristes et des figures de la droite conservatrice, comme il l'est et qu'il l'incarne lui. Donc moi, je ne vois pas à ce stade d'incompatibilité à ce qu'il reste, simplement qu'on soit très clair sur les valeurs, l'engagement pro-européen et sur les valeurs, et notamment le respect, évidemment, y compris dans les discours de l'état de droit. Merci beaucoup. Merci Valérie Ayé d'avoir été avec nous. La une de Ouest France, c'est le carburant. La baisse des prix va-t-elle durer? C'est à la une de votre journal, Stéphane. À la semaine prochaine. On va parler évidemment de cette victoire de Bruno Retailleau tout de suite dans le club.